point complet de l'actualité à toutes et à tous. Bonsoir, bienvenue. Voici les titres. Intégration économique et développement des infrastructures. L'espace Manoriba se positionne ce mardi. Conakry accueille la 8e session du comité technique mixte, une rencontre internationale axée sur la facilitation du transport. Entre le patron de la diplomatie guinéenne et le responsable en charge des affaires africaines au département d'État américain, l'avenir de la coopération bilatérale est en discussion. Ça se passe à Washington et sur de bonnes intentions. Renforcement de la sécurité sanitaire des aliments et protection des consommateurs. Cela se traduit par la destruction des produits prohibés, une offensive du ministère du Commerce. Une fois de plus, bonsoir. À présent, le contenu de ce décret D 2025-0186 PRG SGG portant promulgation de la loi ordinaire L 2025-006 CNT du 28 février 2025. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. Est promulguée la loi ordinaire L 2025-006 CNT du 28 février 2025 portant autorisation de ratification de l'accord sur le contrat de crédit acheteur numéro 4 relatif à la construction de 14 ouvrages de franchissement et 14 pistes rurales entre la République de Guinée et BPI France SA, signé le 18 octobre 2024 pour un montant de 38 022 571 €. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 7 octobre 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Dans l'actualité, après le référendum du 21 septembre, place au remerciement, une initiative du Premier ministre à travers une tournée nationale. Ce mardi, Cap sur Farana, ville historique du premier président de la Guinée. Pour la circonstance, Amadou Riba adresse aux populations un message de gratitude et de rassemblement. À suivre tout à l'heure avec Ousmane Bangoura. À Conakry, les techniciens de la Côte d'Ivoire, du Libéria et de la Guinée se retrouvent autour d'une même table. Objectif, échanger sur la facilitation du transport dans le cadre du programme d'aménagement routier de l'Union du fleuve Mano. Cette 8e session du comité technique mixte s'inscrit dans la première phase d'un vaste programme sous-régional qui prend en compte la route Lolazo à la frontière avec la Côte d'Ivoire. C'est un programme important et dans la composante guinéenne de ce programme, il y a la route Lolazo qui fait 41 km, qui est un projet très ambitieux et qui a connu beaucoup de difficultés. Mais avec l'avènement de CNRD, avec donc le nouveau leadership que nous avons dans notre pays, les travaux ont été relancés et bientôt, l'OS sera donné à l'entreprise la mission de contrôle pour redémarrer ses activités de la route pour réaliser les 10 km restants au bénéfice de nos populations. This is le message que je voudrais passer, qui est un message fort par rapport à cette union, l'union du fleuve Mano. C'est d'abord en premier la facilitation du transport, mais aussi l'aménagement des routes, principalement pour promouvoir les échanges au niveau des pays qui partagent ce fleuve. Ce projet traduit la volonté des trois pays à renforcer l'intégration régionale, désenclaver leur territoire et dynamiser les échanges économiques. L'une des priorités essentielles aujourd'hui de notre président, le général Mamadi Doumbouya, ce sont les routes. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler dans la sous-région pour que nos pays soient interconnectés. Comme je le dis tantôt, ce n'est pas juste des ouvrages, mais plutôt un chemin pour la modernisation de nos infrastructures. Et ça aussi, ça nous permet d'interconnecter tous nos pays. Ce genre d'union, déjà, la Manoriva, nous travaillons dans d'autres secteurs avec la Manoriva. C'est pourquoi j'ai donné l'exemple de la CLG. Aujourd'hui, la CLG nous permet aujourd'hui d'alimenter la Sierra Leone en électricité, d'alimenter le Libéria et aussi une portée d'énergie de la Côte d'Ivoire. Cette initiative de l'Union du fleuve Mano est soutenue par la Banque africaine de développement et la CEDEAO. La rencontre de Conakry devrait aboutir à des recommandations concrètes pour faciliter la mise en œuvre du programme.
À l'instant, vous suivez avec moi l'intégration économique et développement des infrastructures. L'espace Manoriva se positionne et ce sont 3 pays justement, la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Libéria. À Conakry, les spécialistes se mettent ensemble. Il s'agit de la 8e session du comité technique mixte, une rencontre axée sur la facilitation du transport. C'était avec Mamadi Ternakamisoko. Un peu plus loin, à Washington, entre la Guinée et les États-Unis, l'avenir de la coopération est en discussion. Manifestement, les 2 parties souhaitent intensifier et diversifier leur coopération bilatérale, une volonté affichée lors de la rencontre entre le patron de la diplomatie guinéenne et le responsable en charge des affaires africaines au département d'État américain. C'est une rencontre stratégique dans un contexte politique américain marqué par ce qu'on appelle ici le shutdown, l'arrêt des activités gouvernementales pendant que le département d'État ouvre ses portes à la Guinée. Une offensive diplomatique du ministre des Affaires étrangères, envoyé spécial du président de la République à Washington. Nous avons discuté de beaucoup de choses et nous avons ramené l'histoire des relations entre les 2 pays et la lutte que le chef de l'État mène en Guinée contre la corruption et pour le respect de nos engagements. Nous avons parlé de beaucoup de choses, notamment du projet Simandou, programme Simandou 2040 et quelques ramifications. Je suis très heureux, je remercie la partie américaine pour le soutien continu, pour le soutien qui va continuer pour la République de Guinée. La Guinée aussi est disposée à renforcer les relations. Dans les échanges, la question des réacteurs nucléaires à taille réduite pour la fourniture d'électricité a aussi été abordée, tout comme celle du transguinéen. Parler des relations bilatérales très fortes entre les 2 pays, le chemin commercial, diplomatique que les 2 pays vont prendre dans l'avenir. Donc, on voulait voir une grande strengthening, fortement de relations bilatérales entre les 2 pays. Nous allons travailler ensemble. Chaude poignée de main à la fin de la rencontre entre les 2 diplomates, signe d'un engagement politique fort et renouvelé entre la Guinée et les États-Unis d'Amérique. Un compte-rendu de Mamadou Alpha Baldé, retour en Guinée, une semaine chargée pour le système éducatif après le démarrage des cours à l'enseignement préuniversitaire. L'heure est au concours d'accès aux écoles techniques et professionnelles. Le lancement des épreuves est officiel ce mardi. Plus de 11 000 candidats sont concernés. Kerno Ousmane Diallo. Cette année, ils sont plus de 11 000 candidats qui affrontent les épreuves du concours d'accès aux écoles d'enseignement technique. Un concours qui constitue un passage obligé pour intégrer les centres de formation professionnelle à travers le pays. D'année en année, il prend de l'importance avec des jeunes de plus en plus conscients des enjeux de la formation professionnelle pour leur avenir. Ça vient déjà d'une remarque très générale que le monde technique, du travail du métier commence à avoir une très grande promotion en République de Guinée. Et vu le taux élevé du chômage et que nous voyons que beaucoup de portes de travail sont ouvertes à travers ce domaine et tout, donc j'ai décidé de venir me présenter et participer à ce concours afin d'apprendre un métier dans ma carrière. Le fondamental, c'est l'enseignement technique. C'est l'enseignement technique qui forme les ouvriers qualifiés, c'est l'enseignement technique qui forme les techniciens de métier. Donc, à travers ça, toutes les formes de bonne organisation ont été prises par le service examen, par la direction numérique, afin du bon déroulement des concours d'entrée. Pour cette journée, ce sont les candidats des niveaux BTS et BT qui sont concernés. À l'Anse de Dixine, un des 3 centres d'examen à Conakry, la ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi a procédé au lancement officiel du concours qui se déroule sur des tablettes. Tout que nous entamons dans le programme Simandou 2040, l'enseignement technique a sa partition, ou si je peux le dire, l'enseignement technique a la plus grande importance. Pour nous, c'est quand même important aujourd'hui avec le programme Simandou Academy qui met l'excellence au service de la nation, au service des jeunes, de pouvoir faire comprendre aux jeunes guinéens aujourd'hui qu'il est important que nous puissions être au même niveau que les jeunes de la région pour que le travail
qui découlent des différents projets de développement dans notre pays, notamment le programme Simandou 2040, que les jeunes Guinéens ne sont pas laissés en marge. Et aujourd'hui, l'enseignement technique joue quand même un rôle fondamental. Cette année, le concours d'entrée dans les écoles d'enseignement technique concerne également les écoles de santé privées au même titre que les écoles de santé publique. Samedi et dimanche prochain, les candidats de ces écoles vont affronter les mêmes épreuves. C'est là l'une des particularités du concours cette année. En sous-préfecture de Santou et Tariwoy, nous sommes à Télémélé bien sûr. Pour la première fois, un lycée est construit, est équipé par les fils ressortissants. L'infrastructure est déjà inaugurée. Au même moment, les messages de vivre ensemble sont véhiculés. Alpha Isiagaba. C'est un rêve vieux de plusieurs décennies qui vient de se concrétiser. Grâce à l'union de deux sous-préfectures, un lycée de 4 salles de classe vient d'être réalisé. Ce sont les élèves des communes rurales de Santou et de Tariwoy qui vont bénéficier de ce bijou. Nous sommes dans la préfecture de Télémélé. C'est à plus de 200 km de Conakry. L'événement qui nous réunit est historique, hautement symbolique pour Santou Tariwoy en particulier et pour Télémélé en général. Cette infrastructure comprend 4 salles de classe, une direction, des latrines entièrement achevées et équipées. Joie, de satisfaction pour la réalisation de ce bijou. Et aujourd'hui, les établissements du secondaire de Télémélé ne font que subir l'extension. Dans tout le Boé jusqu'à Bambaya, il n'y a qu'un seul lycée. C'est ce lycée-là. La réalisation de ce lycée a coûté aux fils ressortissants de Santou de Tariwoy plus de 2 milliards de francs guinéens. Le lycée va désormais permettre aux jeunes de poursuivre leurs études secondaires sans se déplacer vers les autres villes. Les ressortissants qui ont conduit à l'image de ce que le gouvernement est en train de faire, ils ont décidé de nous accompagner et accompagner les citoyens de Télémélé en général, les celles de Santou en particulier. Ils ont construit ce lycée. Donc nous le remercions très sincèrement au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République. À cette cérémonie d'inauguration de ce lycée, le préfet de Télémélé, colonel Mamadou Lamarana Diallo, a saisi l'occasion pour passer des messages de paix et d'unité nationale aux populations de Santou. Secteur du numérique et cette initiative qui fait boule de neige, le renforcement des capacités à l'usage du numérique. Le programme est activé, c'est la 3e édition. Déjà, 1500 bénéficiaires sont répertoriés. Principale cible, les jeunes diplômés et les femmes issues des universités et des écoles numériques. Marie-Angélique Bangoura. Plus de 600 kits informatiques ont été octroyés à 1500 bénéficiaires, dont 60% de femmes. Cette 3e édition du projet Ercon offre une formation gratuite en innovation, réseau informatique, marketing digital et bien d'autres modules. L'Université de Cancan fait partie des bénéficiaires de cette initiative avec 50 ordinateurs remis à ses étudiants dans le cadre du projet. Nous, les universités, on ne peut pas faire tout cela à nos étudiants. Mais si c'est l'aide extérieure qui vient à offrir ces ordinateurs à nos étudiants pour pouvoir les former en même temps, avoir l'outil de formation, je crois que c'est une bonne chose. Les personnes les plus visées, c'est des gens qui ont certaines compétences déjà, qui sont capables déjà d'être à l'aise avec les outils numériques. Vous avez également d'autres personnes, notamment les femmes, qui n'ont pas d'expérience technologique, mais qui sont beaucoup plus à l'aise avec les outils marketing. Donc en fait, il y aura des gens forcément qui vont dans la partie, qui vont se former en marketing et d'autres ici, et tout ce qui est ici, les compétences numériques. Les universités et écoles numériques de Guinée sont prioritaires dans ce projet. À partir du 15 octobre, la formation permettra de transformer les mentalités et d'ouvrir de nouvelles perspectives d'avenir. À travers ce partenariat, Orange Digital Center réaffirme donc sa mission, celle de démocratiser l'accès aux compétences numériques, encourager l'innovation et promouvoir l'inclusion digitale de tous, sans distinction de genre ni de parcours, et cela gratuitement. ODC, comme nous l'appelons, a déjà formé gratuitement de 6000 jeunes et contribué à l'insertion socio-professionnelle de plus de 1300 parmi eux. Former notre jeunesse, former notre capital humain à l'usage numérique,
c'est préparer notre avenir. À travers ce programme, nous réaffirmons notre détermination à réduire la fracture numérique, à valoriser le potentiel des jeunes et à promouvoir l'égalité des chances dans un monde en constante évolution. Mis en place en 2022, le projet Heurcon, renforcement des capacités à l'usage du numérique, prépare la jeunesse guinéenne, en particulier les femmes, à bâtir un avenir résolument tourné vers le digital. Tout comme les 450 bénéficiaires de l'année précédente, les 1500 nouveaux participants pourront désormais compter sur le soutien du ministère des Télécommunications et de l'économie numérique pour renforcer leurs compétences et bâtir des carrières durables dans l'économie numérique. Après le référendum du 21 septembre, place au remerciement, je vous le disais un peu plus haut, une initiative du Premier ministre à travers une tournée nationale. Ce mardi, cap sur Farana, ville historique du premier président de la Guinée. Pour la circonstance, Amadou Riba adresse aux populations un message de gratitude et de rassemblement. Ousmane Bangoura. Farana, la cité de Sékou Touré, a réservé un accueil chaleureux au Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Riba. En sa qualité de coordinateur national de la campagne référendaire, il est venu remercier les populations à la base pour leur mobilisation et leur engagement citoyen lors du vote du 21 septembre dernier. À la Maison des Jeunes, le Premier ministre a tenu un meeting marqué par la présence des autorités administratives, préfectorales et sous-préfectorales, des sages, des femmes et des jeunes. Tous réunis pour écouter le message fort du chef du gouvernement, axé sur la paix, la cohésion et la poursuite du développement. Le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a estimé qu'il faut que le Premier ministre, chef du gouvernement, vienne parce que ce qui s'est passé le 21 septembre restera dans la mémoire de nos compatriotes. C'est la première fois qu'une consultation électorale de cette envergure se fasse sans qu'il y ait des cris, sans qu'il y ait des disputes, sans qu'il y ait des effusions de sang. Tout s'est passé dans le calme, dans la fraternité. Et ceci est une grande victoire pour l'ensemble du peuple guinéen. Nous avons montré à la face du monde que nous sommes un peuple fraternel, un peuple qui sait ce qui va dans le sens de ses intérêts de manière fondamentale. L'élection la plus importante, celle qui est projetée le 28 décembre 2025. À ce moment-là, nous aurons et nous avons besoin de vous, de vos engagements, surtout que tout cela se fasse dans la fraternité entre tous les Guinéens. Dans la salle, l'émotion et la fierté se lisaient sur les visages. Pour de nombreux habitants de Farana, cette visite du Premier ministre est une marque d'attention particulière du gouvernement envers leur région. La brave population de Farana vous dit merci et rassure que notre soutien indéfectible de ce que nous souhaitons exprimer aux prochaines séances électorales. Cette étape de Farana s'inscrit dans une série de déplacements que le Premier ministre effectue à travers le pays pour remercier et encourager les citoyens qui ont adhéré au projet de société porté par le gouvernement. Une démarche symbolique pour renforcer le lien entre l'État et les populations à la base. On s'intéresse à présent au déficit de citoyenneté en Guinée. Une table ronde des bailleurs se propose d'inverser la tendance. La démarche est pilotée par le département de l'administration du territoire. Essentiellement, il est question de mobiliser des ressources en faveur du programme national d'éducation à la citoyenneté. Amadou Touré. C'est partant du constat selon lequel l'incivisme constitue un facteur d'aggravation de la pauvreté et du sous-développement que le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, multiplie des initiatives pour freiner le fléau.
Pour le faire, la Direction générale de promotion de la citoyenneté et la paix a initié cette table ronde des bailleurs pour la mobilisation des ressources en faveur du programme national d'éducation à la citoyenneté. Le PRONEC vise à amener les citoyens à s'approprier et à vivre les valeurs républicaines à travers une citoyenneté active en vue de leur participation au développement national. Les grands axes d'intervention retenus pour concrétiser cet objectif sont les suivants. La promotion des valeurs civiques et éthiques auprès des populations, le développement d'une offre de formation et d'éducation civique en milieu formel et non formel. Le PRONEC vise à construire un programme national de promotion d'une citoyenneté responsable favorable à la consolidation durable de la paix en Guinée. Je voudrais réaffirmer ici l'engagement des agences du système des Nations Unies impliquées dans ce projet à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de cet important programme à travers un appui technique, un plaidoyer stratégique et une contribution à la mobilisation des ressources. Je voudrais ici exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui ont accompagné le processus d'élaboration du PRONEC et soutiennent son lancement. Je pense en particulier au système des Nations Unies, à travers le Fonds de consolidation de la paix et le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, à l'ONG Action Éducation, ainsi qu'à tous les autres partenaires qui, chacun à son niveau, contribuent à la construction d'une Guinée plus citoyenne, plus pacifique et plus solidaire. Avec l'acquisition du financement recherché, la Direction générale de la promotion de la citoyenneté et la paix compte appuyer le renforcement de la cohésion sociale et la consolidation de la paix d'une part et de l'autre, la mise en place des mécanismes nationaux de prévention, de gestion et de résolution des conflits. Par ailleurs, Journée mondiale de l'habitat, c'est le 6 octobre de chaque année. Thème retenu en Guinée, répondre aux crises urbaines. Une déclaration est faite par le ministre Mori Kandé. Entre les lignes, il rappelle la détermination du chef de l'État à bâtir des villes modernes et durables. Réaction. La Guinée s'est jointe à la communauté internationale pour célébrer la Journée mondiale de l'habitat. Consacrée cette année à la réponse aux crises urbaines, ce thème est d'une actualité brûlante, car dans un monde marqué par les conflits, le changement climatique et les difficultés économiques, de plus en plus de familles sont contraintes de quitter leur foyer. En Guinée, notre économie historiquement fondée sur l'industrie extractive s'appuie également sur des activités économiques fortement concentrées dans les centres urbains, provoquant un oxyde rural massif. Nos villes, souvent situées au cœur des zones minières ou le long des grands corridors économiques, subissent les effets directs de cette dynamique: urbanisation rapide, pression foncière croissante, dégradation de l'environnement et parfois occupation désordonnée du sol. Sous le leadership éclairé du président de la République, Mamadi Doumbouya, notre pays a engagé de profondes réformes structurelles visant à transformer ces défis en véritables opportunités de développement durable. Le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, que j'ai l'insigne honneur de diriger, conduit aujourd'hui plusieurs chantiers essentiels. L'élaboration de la politique urbaine nationale, actuellement en cours de validation, qui fixe la vision d'une urbanisation harmonieuse et maîtrisée. L'élaboration de la politique foncière nationale, également en cours de validation pour garantir une gestion juste, transparente et équitable du sol. La finalisation en cours du schéma national d'aménagement du territoire et les schémas directeurs d'urbanisation de plusieurs grandes villes, afin de mieux planifier le développement spatial de notre pays. Ces outils structurants traduisent notre volonté d'organiser la croissance urbaine, de prévenir les déséquilibres territoriaux et d'assurer à chaque Guinéenne et chaque Guinéen un cadre de vie décent et sécurisé. La nouvelle constitution adoptée le 21 septembre dernier par un oui massif peuple souverain de Guinée consacre désormais le droit au logement décent pour tous comme un principe fondamental de notre République. Et puis cette autre déclaration, c'est en lien avec la journée mondiale du coton. La filière est célébrée ce 7 octobre. Pour beaucoup de pays en Afrique et en Asie, le coton est perçu comme pilier économique et social. Marwan Kamara explique. Engagé dans une politique d'ouverture au monde,
La Guinée se joint à la communauté internationale pour célébrer la Journée mondiale du coton en ce 7 octobre 2025. Une journée consacrée à la renaissance du rôle que joue cette fibre naturelle dans le monde. Le coton, c'est la fibre de la dignité rurale. C'est la richesse silencieuse des champs. Le fruit du travail acharné de milliers de familles guinéennes. Relancer le coton, c'est redonner vie à un savoir-faire ancestral. C'est affirmer que la Guinée peut vivre de son agriculture, de son intelligence et de son effort collectif. C'est pour cela que j'appelle à la mobilisation générale de tous les acteurs, techniciens, producteurs, chercheurs, partenaires et investisseurs pour accompagner cette dynamique initiée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ensemble unis, derrière son leadership éclairé, le Forum du coton guinéen, une filière d'excellence, d'innovation et de fierté nationale. De la graine au vêtement, la chaîne du coton illustre le lien entre les champs et les consommateurs. En Guinée, la renaissance de cette filière est une priorité des autorités qui mettent tout en œuvre pour relancer la société cotonnière de Kankan. Le gouvernement a posé des actes forts. La société cotonnière de Kankan a été réhabilitée et rendue de nouveau opérationnelle. 30% de son capital a été libéré, permettant la reprise des activités et la préparation de la campagne cotonnière. Pour commémorer cette journée mondiale du coton 2025, la société cotonnière de Kankan SCK, sous l'égide du ministère de l'Agriculture, organise une table ronde de réflexion stratégique dédiée à la relance durable de la filière coton en Guinée, conformément à la vision du chef de l'État pour une agriculture performante, compétitive et souveraine. Cette vision est d'ailleurs illustrée dans le programme Simandou 2040 qui a un objectif clair: faire de la Guinée une puissance agricole et industrielle. Symbole de développement économique et de durabilité, le coton continue d'habiller le monde tout en portant les espoirs de millions de producteurs. Pendant ce temps, Sigiri, c'est le début de la récolte, une période mise à profit par l'érudit de cette préfecture. Il lance l'opération en mobilisant tous les moyens à disposition. C'est un champ de riz qui s'étend sur plusieurs hectares. Nabi Kamara. L'érudit de Sigiri lance la campagne de récolte du riz de son champ de 300 hectares. Une campagne d'envergure qui nécessite matériel pour éviter des pertes et trop de souffrances humaines. Fudo etari keme irika me ambulu na foda ko anya beke dépenser c'était anye. Ici, nous avons plus de 100 hectares de riz à récolter, mais il nous manque des machines pour faire la récolte sans perte. Je veux parler des moissonneuses, celles qui sont là, on les a louées et c'est très cher. Donc il faut que l'État nous vienne en aide. À côté de ces 300 hectares de riz, Elhaj Karmosia Kakamara et son association Salam Din ont également mis en valeur un domaine de 50 hectares de maïs. Leur ambition est de contribuer grandement à l'autosuffisance alimentaire dans ce pays très propice à l'agriculture. L'année passée, on n'avait pas reçu la machine en batteuse moissonneuse, mais cela nous a fait perdre, n'est-ce pas, au moins 60% de la récolte en termes de rendement. Ce que nous demandons, n'est-ce pas, aux autorités guinéennes, c'est de venir en aide de l'érudit Karamosia Kakamara. Si le gouvernement nous peut nous aider, n'est-ce pas, à avoir 5 laverdas, voire 5 tracteurs laboureuses, là, ça peut nous satisfaire, ça peut nous encourager et ça peut nous pousser à faire au moins 1000 hectares l'année prochaine. Ici, à Sigiri, l'érudit donne ainsi de très bels exemples dans la lutte contre la faim et la pauvreté, à côté de son engagement dans la promotion de la paix et la quiétude en Guinée. Gestion des déchets, l'Agence nationale de salubrité publique se veut plus efficace. Cela se joue aussi dans la coordination des efforts. En témoigne la retrouvaille des relais communaux du projet sanitaire. Finalité, harmoniser les interventions en faveur des municipalités. Mariam Kamara. Cette troisième rencontre de coordination entre les relais d'appui communaux de l'ANSP et le projet sanitaire ville propre avait un objectif opérationnel: optimiser la stratégie sur le terrain pour un accompagnement plus efficace des communes dans la gestion des déchets. C'est de faire le point
sur ce que nous faisons au quotidien avec les communes. C'est-à-dire nous-mêmes, on prend du recul par rapport à nos interventions, on regarde ce qui marche, ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et dans ce sens-là, on imagine en fait des canevas de travail pour pouvoir mieux accompagner les communes dans la prise de décision sur les questions d'assainissement. On a parlé d'abord du processus budgétaire. Nous avons parlé d'une planification au niveau communal. Et ensuite, il y a eu quelques exercices de rendus des différentes rencontres que nous avons eues, des rapports qu'on a restitués aujourd'hui. Dans son rôle de coordination de l'ensemble de la chaîne de gestion des déchets, l'Agence nationale de salubrité publique envisage d'étendre ce modèle à l'échelle nationale. Nos attentes, c'est que la capacité de ces agences sera renforcée et à leur tour, ils vont dupliquer ça auprès des services d'assainissement des collectivités pour qu'ensemble on arrive à assainir nos quartiers, nos villages, nos agglomérations. La première grosse innovation, c'est qu'on a accompagné avec l'agence et avec les acteurs du service des déchets l'élaboration d'un schéma directeur qui organise, pense gouvernance et l'organisation du système des déchets sur la capitale d'ici 2040. Les acteurs se sont renforcés, aujourd'hui ils ont plus de technicité, plus de matériel. Ces rencontres permettent d'ajuster les interventions au niveau communal. Le but est de co-construire des services d'assainissement performants au service des citoyens. Face au changement climatique, la riposte mondiale ne faiblit point. La Guinée ne fait pas exception. Conakry, scientifiques, étudiants et passionnés de l'environnement se retrouvent. C'est à la faveur du NASA Space Challenge 2025, une rencontre qui entrevoit des solutions innovantes pour la préservation de l'écosystème. Mounir Bari. Sous le thème « Penser globalement, agir localement », les participants débattent des enjeux liés à la résilience urbaine et à l'impact du changement climatique sur le milieu de vie. Les discussions mettent en lumière le rôle essentiel des données géospatiales et de la technologie spatiale dans la prévention et la gestion des catastrophes naturelles. Chaque année, la NASA met les données spatiales et les données satellitaires à libre d'accès pour permettre à la communauté scientifique du monde entier de se servir de ces données et de proposer des solutions innovantes par rapport aux problèmes d'actualité, des problèmes contemporains comme par exemple lutter contre le réchauffement climatique, lutter contre la déforestation, les inondations. Dans l'enceinte de l'université Kofi Annan de Guinée, ces jeunes chercheurs et militants écologistes partagent leur expérience et proposent des alternatives concrètes. L'année passée, j'ai participé et on a travaillé sur la dynamique d'occupation du sol de la zone de Sigiri. Et ce fut vraiment une expérience humaine et technologique vraiment enrichissante. Donc c'est ce qui m'a poussé aussi, cette fois-ci, de participer aussi à cette belle aventure créative. Conscients de l'urgence climatique, ces jeunes cadres ambitionnent de renforcer leurs capacités techniques et de transformer les idées en action. Leur engagement incarne l'espoir d'une génération déterminée à bâtir une Guinée plus verte, plus résiliente et tournée vers un avenir durable. Protection des mangroves. Celle du Rio Pongo figure à la bonne enseigne, une zone de reproduction des espèces aquatiques, mais la menace va crescendo quant à leur disparition suite à la coupe abusive et anarchique du bois. Une organisation de la place sonne l'alerte. La rencontre s'est tenue dans la commune urbaine de Bofa. Nabi Kamara. Sauver les mangroves du Rio Pongo, habitat vital des espèces halieutiques, par une restauration écologique et une résilience communautaire à Bofa. C'est le titre du projet que l'Organisation pour la protection de l'environnement guinéen, OPEC, a lancé officiellement samedi dans la commune urbaine de Bofa. Pour cette ONG nationale, c'est un projet qui témoigne de la volonté collective de protéger nos écosystèmes fragiles tout en mettant l'humain, la communauté locale, au cœur des solutions durables. Les mangroves du Rio Pongo ne sont pas seulement un trésor naturel. Elles représentent la vie, la subsistance et l'espoir
pour des milliers de familles qui vivent de la pêche, de l'agriculture et d'autres activités connexes. Les disparitions progressives menacent non seulement la biodiversité, mais aussi la sécurité et l'économie de nos populations. Pour la mise en œuvre de cet ambitieux projet, l'Organisation pour la protection de l'environnement guinéen bénéficie du soutien de Birdwatch International, une institution internationale qui appuie et finance les projets environnementaux. La mangrove, elle est menacée parce que nous, population riveraine, nous sommes là à couper la mangrove. Et c'est là où les espèces halieutiques reproduisent. Et quand les espèces halieutiques reproduisent, ça permet à la communauté riveraine de venir s'approvisionner en poissons. Restaurer la mangrove, c'est vraiment restaurer la vie. Et sauver la vie et sauver nos habitations. Et surtout, sauver notre alimentation. Élus locaux, leaders communautaires, jeunes, femmes, pêcheurs et agriculteurs, tous donc sont interpellés pour la réussite de ce projet à Bofa. Et puis, cette nouvelle prouesse du département du commerce, destruction de 1568 tonnes de produits impropres à la consommation, tenez bien, des produits à la fois saisis et déclarés volontairement, une opération placée sous l'œil vigilant de la ministre du Commerce, et cela pour atteindre un double défi, renforcer la sécurité sanitaire des aliments et consolider la protection des consommateurs. Falilou Diallo. C'est la saisie de 9 premiers mois de l'année 2025 qui est détruite par l'Office national de contrôle de qualité. Site choisi, Béréiré, sous-préfecture de Ouassou, préfecture de Dubreka. L'idée de réduire la présence des produits avariés, périmés ou interdits sur le marché guinéen. Il faut rappeler que l'inquiétude majeure du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, est d'assurer une meilleure protection des consommateurs à travers la destruction des produits impropres à la consommation humaine. C'est dans cette dynamique que Monsieur le Premier ministre, Monsieur Amadou Ouriba, le ministère du Commerce, a pouvoir lancer une campagne de destruction. Pour la promotion des bonnes pratiques d'hygiène dans les lieux de production, de transformation et de vente, des agents sont déployés sur le terrain pour assurer la surveillance continue des circuits de commercialisation. Les instructions sont fermes, c'est de s'assurer que les produits qui transitent au niveau des marchés, mais aussi dans les unités de production, soient conformes. Et les produits non conformes sont saisis et retirés. Et l'instruction est mise en place pour engager un processus d'opération de destruction. C'est ce qui nous amène aujourd'hui à Ouassou. Parce que ces activités, comme vous le savez, c'est des produits de consommation. Ça doit être loin de la population. Au compte de cette année 2025, pour la période allant du 1er janvier au 30 septembre, 1568 tonnes de produits divers impropres à la consommation ont été saisies. 368 tonnes de produits saisis sur le marché et 1200 tonnes issues de déclarations volontaires. Une action rendue possible grâce à la collaboration entre l'Office et les opérateurs économiques. À l'issue du congrès électif général, un bureau est obtenu pour le syndicat des transporteurs indépendants de Guinée, une équipe de 39 membres et 2 conseillers. C'est pour un mandat de 7 ans afin de défendre les valeurs et les intérêts des transporteurs. Saint-Martin Falcina-Deneau. La salle du 28 septembre au Palais du Peuple, aux couleurs du syndicat des transporteurs indépendants de Guinée. Cette instance tient son congrès électif, moment fort de la vie démocratique syndicale. L'installation de ces nouveaux bureaux de 39 membres et de 2 conseillers issus de toutes les régions de la Guinée symbolise plus qu'un simple changement de dirigeant, c'est un tournant crucial pour une corporation et pour la population guinéenne dans son ensemble. Parler de syndicalisme, c'est parler de l'union. Parler de l'union, c'est bon le dialogue. Il faut dialoguer. Il n'y a pas de particularité, il n'y a pas de bureaux spéciaux, que tous les syndicalistes soient dans le bureau du syndicat indépendant que nous allons mettre en place. Ce congrès témoigne non seulement de votre maturité organisationnelle, mais aussi de votre attachement aux valeurs de démocratie, de transparence,
et de participation collective. Les nouveaux membres ont prêté serment pour un mandat de 7 ans en faisant une déclaration d'engagement devant leur père et un huissier promettant transparence. J'ai vu la grandeur de votre esprit, l'acceptation des lois que vous-même vous êtes imposées, à savoir, à chaque étape, il y a un renouvellement et conformément à cette loi, vous avez quitté pour céder la place à d'autres auxquels vous avez même souhaité une bonne chance dans la poursuite de vos activités. Pour les membres du nouveau bureau, l'organisation de réunions régionales, des campagnes de sensibilisation à la sécurité routière demeure leur engagement pour de meilleures conditions de travail individuelles. À présent, les échos de la commémoration de la souveraineté nationale. On prend la température du côté de Koweït. La diaspora guinéenne était autour de son ambassadeur. Les compatriotes étaient partagés entre danse traditionnelle et discours patriotique. Safia Kondé. Située au Moyen-Orient dans la péninsule arabique, l'ambassade de la République de Guinée au Koweït a vibré au rythme des danses traditionnelles authentiques du pays à l'occasion de la célébration du 67e anniversaire de la souveraineté nationale. À travers chants, danses et le port de l'emblème tricolore, la communauté guinéenne résidant au Koweït a exprimé avec fierté son attachement à la patrie et à son riche héritage culturel. Marque un tournant décisif, non seulement dans l'histoire de notre nation, mais aussi de plusieurs autres nations africaines. En choisissant courageusement de rompre avec la domination coloniale, notre feu président, Ahmed Sékou Touré, a grandement ouvert le chemin de la liberté et de l'indépendance à la République, devenu ainsi le premier pays d'Afrique francophone saharienne à accéder à la pleine souveraineté nationale. Dans son discours, le diplomate guinéen, son Excellence Mamadi Traoré, a salué l'engagement de la diaspora avant de mettre en lumière la coopération bilatérale entre Conakry et Koweït City. Des décennies de relations bilatérales ont permis aux deux pays de jeter les bases d'une coopération solide qui se matérialise par des projets concrets mis en œuvre par l'entremise du Fonds précis pour le développement économique arabe. Ces projets touchent à la fois l'important secteur des infrastructures routières, le développement rural, la santé et l'éducation. Cette célébration fut non seulement un moment de joie et de communion pour la diaspora guinéenne au Koweït, mais une occasion stratégique de consolider les liens d'amitié, de solidarité et de coopération entre la République de Guinée et l'État du Koweït. En Guinée-Bissau, les compatriotes et amis de la Guinée ont répondu à l'invitation de l'ambassadeur de Guinée auprès de ce pays frère. C'est toujours dans le cadre de la célébration de l'indépendance, une occasion d'édifier la nouvelle génération sur l'histoire de la Guinée. Djare Diallo. Pour la célébration de la fête nationale en Guinée-Bissau, l'ambassadeur général Edouard Théa a orienté son discours vers un aspect particulier, la participation des femmes à l'accession de l'indépendance. C'est aussi un moment privilégié de se souvenir des braves femmes de Guinée qui, hier, étaient aux côtés des leaders dans la mobilisation et dans leur engagement pendant la lutte de décolonisation. C'est enfin un moment choisi pour rappeler aux jeunes de la nouvelle génération le chemin parcouru par les pères fondateurs de l'indépendance et leur confier le flambeau allumé afin de continuer le combat, sauvegarder les acquis de l'indépendance chèrement acquises. Le ministre des anciens combattants de Guinée-Bissau, lui-même vétéran du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et des îles du Cap-Vert, PAIGC, se souvient encore avec émotion de la carrure et de la responsabilité de l'équipe dynamique du feu président Ahmed Sékou Touré. Le 2 octobre 1958 m'a trouvé à Conakry. Je me condamnerai si je ne rends pas hommage à cette génération de leaders visionnaires qui ont su, avec détermination et sacrifice, arracher leur indépendance dans un contexte de lutte panafricaine. À travers cet anniversaire, les voix d'hier rappellent à celles d'aujourd'hui que l'indépendance n'est pas un héritage figé, mais une responsabilité vivante.
À travers cet anniversaire, les pages de l'histoire continuent à s'écrire. De Conakry à Bissau, le flambeau transmis par les pères fondateurs éclaire encore la voix d'une jeunesse appelée à préserver, à défendre et faire rayonner les idéaux de liberté et de dignité africaine. Hors du continent, en Belgique, précisément, la fête du 2 octobre a été célébrée, moment de réjouissance, mais pas seulement. On note des discours allant dans le sens du raffermissement de l'unité nationale. Mohamed Souma, Amadou Touré. Ils étaient nombreux des Guinéens mobilisés ici à l'ambassade de la Guinée en Belgique pour prendre part à la célébration du 2 octobre marquant le 67e anniversaire de l'accession de la Guinée à l'indépendance. Une occasion pour le personnel de cette représentation diplomatique de la Guinée de saluer les efforts de paix, d'unité et de développement du président de la République, général d'armée Mamadou Doumbouya, en faveur des Guinéens de l'intérieur et surtout ceux de la diaspora. La Guinée a besoin de tous ses fils et filles pour construire cette nouvelle Guinée. La diaspora que vous constituez ici en Belgique est une force pour cette nouvelle Guinée. Et la Guinée a besoin de cette force pour se développer. Ces instants de retrouvailles et de fraternité entre ces Guinéens vivant dans les pays du Benelux, Luxembourg, Belgique et Pays-Bas ont aussi été une opportunité de reconnaissance des efforts fournis par le chef de l'État à travers son ministre des Affaires étrangères dans le cadre du retour de la Guinée sur la scène internationale en matière de diplomatie. Grâce à notre président, notre clairvoyant, le leadership, de son leadership, le général Mamadi Doumbouya. Donc, il nous a donné de la vision pour l'avenir. Il est en train de bâtir l'avenir pour nous. Et cette vision qu'il est en train de mettre en place s'appuie sur le Simandou 2040. Les organisateurs ont par ailleurs magnifié le thème de cette célébration, à savoir s'inspirer du passé pour construire le futur, ensemble pour une souveraineté économique qui représente selon eux un rappel de leur rôle dans l'indépendance économique de leur pays. Ce journal est préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci aux équipes techniques à tous les niveaux. L'actualité évolue en Guinée, notre pays, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent.